Avant toute chose, j'aimerais remercier l'Institut des Amériques pour l'organisation de cette magnifique exposition. Euh, J'aimerais remercier aussi l'Umatech qui nous accueille aujourd'hui dans ses locaux. Je voulais commencer par une petite anecdote qui, a priori, n'a rien à voir avec ma recherche et qui est, je ne sais pas si on m'entend bien, oui, qui est à propos de la chanson que probablement vous connaissez tous ici, Bohemian Rhapsody du groupe Queen. Une chanson que les gens ne comprenaient pas très bien au moment de son enregistrement, que les autres membres du groupe appelaient le truc de Freddie. Personne ne voyait bien où il voulait en venir, mais finalement, avec l'enregistrement, on a réussi à en faire quelque chose d'assez majestueux. Et sans avoir la prétention, bien sûr, de comparer ce travail au génie musical de Freddie Mercury, quand j'ai commencé à réfléchir sur cette question, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à définir et à expliquer aux autres. Du coup, c'est devenu un peu mon truc. Voilà le projet dont je t'ai parlé vite fait. Et c'était plein d'idées qui s'entremêlaient, plein de choses sur lesquelles j'arrivais pas forcément à mettre des mots. Et c'est un questionnement qui m'était venu de manière assez soudaine. Donc, comment est née cette idée, globalement? Moi, je travaille sur la période coloniale mexicaine et plus précisément sur le XVIe siècle et l'ordre franciscain au Mexique. Et donc, quand je partais en archives, je partais surtout en Espagne, un petit peu au Mexique. Et j'avais énormément de mal à appeler ça un travail de terrain. Pour moi, je partais pas sur le terrain, je partais en archives, c'était pas pareil. Ce qui faisait aussi que mon travail de terrain en soi était conditionné très matériellement aux horaires d'ouverture des archives. Et donc, dès lors que mon travail excédait ces horaires et que les archives étaient fermées, bah, j'étais plus en terrain, je faisais plus de travail, de recherche. Donc, j'occupais le reste de mon temps à déambuler dans les villes qui abritaient ces témoignages que j'étudiais. Et en tant que, ensuite, sur mon temps libre, photographe amatrice, et notamment, j'aime beaucoup la photographie de rue, j'y voyais beaucoup d'écho à mon travail et je les documentais. J'essayais de les documenter photographiquement, sans avoir beaucoup d'autres ambitions que de les partager sur mes réseaux sociaux, finalement, avec parfois une pointe d'explication contextuelle. Mais ces déambulations réveillaient en moi des interrogations sur ma place dans ce monde où je vivais sans vraiment l'habiter complètement. Je n'y étais pas totalement étrangère, je n'étais pas une touriste, mais en même temps, je l'abordais avec le recul d'une personne qui essaie de comprendre un objet assez lointain. Je le connaissais, je le maîtrisais, ou en tout cas, j'étais censée le maîtriser, et pourtant, il m'échappait un petit peu toujours. En parlant avec des collègues dans d'autres disciplines, je me suis rendu compte de la diversité de ces expériences de terrain. C'est-à-dire, tout le monde n'a pas un espace de recherche aussi restreint et aussi circonscrit que le mien, matériellement et temporellement parlant. Jusqu'à ce que parfois, peut-être, ça gomme les frontières entre le travail de terrain et le temps personnel dans ces espaces-là. Certains chercheurs, par exemple, sont originaires de l'espace qu'ils étudient et ils en ont donc une expérience qui est beaucoup plus intime, voire englobante. Comment réconcilier alors le personnel et l'espace de réflexion? À l'inverse, pour d'autres, quelle place accorder au temps de loisir, au temps libre, dans un lieu qui est conçu comme un espace de travail? Et donc pour moi, partir de l'image pour reconstruire cet espace un peu interstitiel, ça a été une évidence. Partir de mes photos, l'image que moi je retransmettais à mon tour de ces espaces-là. C'est ainsi que j'ai invité donc d'autres jeunes chercheurs et chercheuses à partager avec nous leur vision personnelle de leur terrain et de leur recherche hors temps de travail. C'est une vision donc de ce que j'appelle l'entre-recherche du chercheur. Nous accueillons donc aujourd'hui Barbara Gonçalves qui co-organise cet événement avec moi, qui est doctorante en sociologie à l'EHESS et qui travaille sur la représentation des jeunes des favelas dans la presse et notamment la presse de Rio. Nous accueillons également Julien Burgeron qui est doctorant à Paris-Nanterre au Centre de recherche anglophone et qui travaille sur les rapports entre écriture et conflits armés aux États-Unis au XXe et XXIe siècle. Nous accueillons également Veronica Valencia,
doctorante à Paris-Cité en psychologie et qui aborde les questions d'oralité quechua à partir d'un corpus de contes populaires. Et nous accueillons enfin Ariana Villamil, de l'Université de Côte d'Azur et qui travaille en anthropologie sur la musique des gaitas colombiennes. Je suis donc très heureuse de pouvoir mener cette réflexion avec un tel éventail de disciplines et qui souligne la complexité et la richesse de ces recherches. Et j'espère que ça pourra ouvrir sur une réflexion interdisciplinaire autour de cette question. Donc, quand je suis partie en terrain, en archives pour la première fois, ça a été un petit choc, bizarrement. Et ce premier choc, il ne s'est pas fait en Amérique, il s'est fait en Espagne, qui est pourtant un pays voisin et assez familier, qui m'était assez familier. Grâce à une bourse de la Casa de Velázquez à Madrid, j'ai pu partir 2 mois dans des archives à Valladolid, enfin aux archives de Simancas, près de Valladolid, et à Séville. Et je n'avais pas du tout anticipé à ce moment-là que j'allais arriver en pleine Semaine Sainte à Valladolid. Et donc, pour la première fois, je me retrouvais face à des expressions de la foi que moi, je lisais quotidiennement dans ces textes du XVIe siècle religieux sur lesquels je travaille, et que je n'avais pas du tout, qui étaient pour moi, en fait, des manifestations complètement obsolètes. En tant que ressortissante française, je n'étais pas du tout habituée à être confrontée à ces images-là dans la rue, dans la ville. Et alors que à 4 heures du matin, j'étais réveillée le soir par le son des tambours des processions, je voyais défiler ces figures un peu fantomatiques qui me fascinaient. Donc les pénitents avec leurs capirotes, j'espère qu'on voit bien sur la photo. La photo est un peu sombre, mais on peut voir donc ces espèces de cagoules pointues tristement célèbres pour avoir été reprises par les membres du clan, du mouvement assez violent du Ku Klux Klan aux États-Unis. Et donc ces personnes-là déambulaient dans les rues, entre les enseignes des rues commerçantes. Je n'avais pas du tout anticipé non plus autre chose qui est la participation des enfants. Et on peut voir sur cette photo une petite fille qui tient un cierge, il me semble, ou un étendard religieux. C'était quelque chose pour moi qui était tout à fait anachronique dans une ville d'aujourd'hui et qui m'a beaucoup frappée. Le soir, je voyais que la ville se figeait. Et moi, je ne pouvais être que simple spectatrice de ce spectacle-là. Il faut savoir que pendant la Semaine Sainte, toute manifestation culturelle, autre que les processions, sont mises en pause. C'est-à-dire les cinémas ne diffusent plus, les théâtres ne jouent plus, les archives parfois ferment plus. Et donc, j'étais finalement obligée de consommer ces processions comme un divertissement, puisqu'il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. Et donc, je m'exécutais avec le plaisir de la photographe qui s'alliait aussi à celui de la chercheuse. Un petit peu plus tard, j'arrivais à Séville en pleine feria. Donc, encore une fois, ce n'était pas du tout anticipé. La feria est une expression des traditions populaires de Séville et l'une des images les plus connues de l'Espagne dans le monde, c'est-à-dire la sévillane qui danse avec sa robe colorée. C'est un terrain que je connaissais déjà à ce moment-là. Les archives des Indes de Séville, elles sont très accueillantes et parce que le personnel est bienveillant, mais aussi parce qu'il est le théâtre d'une tradition qui perdure depuis longtemps et qui est le fait qu'à 11 heures, tout le monde, la salle de consultation se vide et tout le monde va boire un café ensemble. Tout le monde descend, sort dans la rue et va au café au coin de la rue pour boire un café ensemble. Et donc à ce moment-là, une quinzaine de chercheurs qui ne se connaissent pas du tout entre eux commencent à échanger autour de leurs recherches et à monter des projets ensemble, des projets qui sont parfois institutionnels ou académiques et parfois pas du tout. Et c'est aussi le temps d'échanger un numéro pour se retrouver à dîner, savoir ce qu'on fait ce week-end, quels sont les meilleurs bars à tapas. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée sur une plage à Cadix avec un groupe d'inconnus que je venais de rencontrer aux archives, ou alors partir un week-end à Grenade, pareil. Et donc, c'est comme ça que ce sont autant de plans improvisés qui s'immiscent finalement dans les interstices de la recherche et du travail d'archives et qui me permettent à la fois, à moi, en tant que chercheuse, d'approfondir mes connaissances du terrain péninsulaire que je regarde,
qui reste lié à mon sujet de thèse. Grenade, la prise de Grenade qui précède et qui conditionne les découvertes de Colomb, son premier voyage, et puis le port de Cadix qui devient, après Séville au XVIIe siècle, la grande plaque tournante des échanges entre l'Espagne et l'Amérique. Et donc, du coup, c'était aussi une façon pour moi de faire entrer ce monde-là sur mon terrain personnel. Les fois précédentes, j'étais assez agacée à Séville de ne trouver dans les boutiques de souvenirs que des cartes postales de Sévillane, justement, de corrida, une image de la ville que je ne retrouvais pas du tout à ce moment-là dans mon quotidien. Et or, en arrivant pendant la feria, je me suis rendu compte que finalement, cette ville, elle était là. Elle a toujours été là. Simplement, je n'étais pas là au bon moment, moi, pour la voir. Donc, je découvrais une ville qui était complètement différente de celle que j'avais arpentée auparavant, qui était pleine de couleurs, qui était pleine de promeneurs endimanchés et de gens qui arrivaient finalement d'un autre temps. J'ai appris qu'il y avait des codes à suivre. Chaque année, il y a un nouveau modèle de robe, de coiffure, les accessoires, les couleurs. Donc, chaque année, la fête est différente finalement. Le rituel est complètement différent, il faut se réinventer. Les rues les plus passantes se remplissent de calèches, comme on peut voir donc sur ces photos, qui sont conduites par des hommes habillés en laquais, venus d'un autre temps, et avec à l'arrière des femmes qui saluent la foule avec leur voile et leur peigne magnifiques connus dans le monde entier pour leur délicatesse. L'année suivante, je suis partie enfin au Mexique grâce à une bourse de mon école doctorale. Je devais rester à la base un mois à Mexico, à l'Archivo General de la Nación et à la Bibliothèque nationale, et une dizaine de jours à Cholula pour les archives franciscaines. Et j'ai eu un contretemps, c'est que j'ai perdu ma carte bleue sur place, donc je me suis retrouvée sans carte bleue au Mexique. C'est aussi les aléas du terrain, et donc j'ai dû rester à Mexico. Ça m'a obligée de rester à Mexico pendant tout le séjour. Et donc, encore une fois, à ce moment-là, j'ai été tributaire des horaires des archives. Et le reste du temps, je partais sur la piste des restes d'histoire que je lisais et qui étaient parfois complètement décontextualisés, voire réappropriés. Le couvent franciscain, énorme, a été complètement fractionné. Il n'en reste qu'une infime partie. Le reste a été détruit ou réutilisé, disons. Celui des Clarisses est devenu une bibliothèque municipale. Je documente donc beaucoup les gens dans les rues, les gens dans les lieux. Et je vois ici, par exemple, deux amis qui contemplent la vue de la ville qui est offerte depuis la terrasse du palais de Chapultepec, qui est aujourd'hui le musée d'histoire nationale. Et c'est un palais qu'avait habité l'empereur Maximilien Ier du Mexique, un Habsbourg, qui avait été envoyé en 1864 pour légitimer les prétentions françaises sur le territoire mexicain. La victoire des troupes mexicaines sur les troupes françaises et sur Maximilien constitue un point très fort de la formation d'une identité nationale mexicaine. Et donc, c'est une chose dont tout Mexicain qui se rend au château de Chapultepec et qui admire la vue, comme le font ici ces deux garçons, est tout à fait conscient. Et de même, on arrivait à coïncider aussi avec le moment juste après l'élection d'Andrés Manuel López Obrador, ce moment où il a refusé de s'installer à la résidence Los Pinos, qui est aussi dans le parc de Chapultepec, qui est la résidence officielle des présidents de la République mexicaine. Et donc, il a refusé d'y vivre et il a décrété qu'il en ferait un institut culturel ouvert à tous. Au moment où j'arrive, ça vient d'ouvrir, donc il n'y a encore aucune initiative culturelle qui est mise en place. Et simplement, on voit les visiteurs se presser pour visiter les maisons vides des présidents qui se sont succédés dans ces lieux et qui se fendent parfois de commentaires un peu sarcastiques sur leurs opinions politiques. L'omniprésence des militaires, comme on peut le voir sur la photo, et qui sont présents à intervalles très réguliers sur le chemin, dans le complexe, nous rappelle finalement que la visite est hautement politique, sous son apparence assez anodine. Une fois de plus, cela me rappelle à quel point les espaces sont mouvants et que les espaces qui furent des lieux de vie pour certains deviennent des lieux de savoir ou des lieux de culture pour d'autres. Mais je me rends moi aussi compte qu'en tant qu'étrangère, je suis incapable de saisir complètement toute la portée symbolique de ces lieux-là.
Ces lieux deviennent aussi parfois des lieux de plaisir, comme l'autre photo qui est la maison d'Hernán Cortés, qui a été transformée en restaurant. La maison d'Hernán Cortés à Coyoacán. Depuis l'étage, on peut voir donc la place principale de la ville de Coyoacán, qui a été construite comme le reste de la vieille ville du vieux centre de Coyoacán, avec les pierres des monuments détruits préhispaniques, et donc qui ont servi pour reconstruire les habitations et les maisons de ces villes-là. Une autre image me frappe enfin, alors que je suis sur une plage à Puerto Vallarta, tributaire encore une fois des archives fermées pour le week-end de Pâques. Et c'est celle du choc social assez flagrant que l'on voit finalement partout dans le monde. Le choc entre cette piscine vide et son jardin paradisiaque dans un hôtel de luxe, un resort à Puerto Vallarta, et ces baigneurs qui se rafraîchissent dans une rivière juste à côté, de l'autre côté du mur. Et cela me rappelle finalement qu'il n'y a rien de plus intemporel et universel que les inégalités sociales et qui fragmentent nos sociétés des deux côtés de l'Atlantique. Et ça me rappelle aussi à quel point nos travaux comptent dans cette perspective. Voilà, je vous remercie. Et je laisse la parole à Véronica. Alors, quand tu m'as parlé de ce projet, de cet espace d'échange, ouais, super. Ok, super, merci. Je me suis dit que tu pouvais proposer cette idée qu'il y aurait un temps et un espace de travail et voisinant un autre temps et espace de non-travail parce que ton terrain était soumis à des contraintes institutionnelles d'accès à ton matériel. Et je me suis dit, mais comment ça se passe pour l'anthropologie? Est-ce que ça se passe pareil? Et au départ, je me suis dit, mais non, en fait, quand on fait de l'anthropologie, on ne peut pas dire, là, je suis en train de faire du terrain et là, je ne suis pas en train de faire du terrain parce qu'il n'y a pas ces contraintes-là qui viendraient diviser le temps et l'espace. Et après, je me suis dit, mais quand même, si on pense à Triste Tropique et on pense au travail de Lévi-Strauss, on voit clairement qu'il y a donc une division conceptuelle entre ce qui va être du travail et qui correspond donc à la discipline, donc l'ethnographie qui ensuite devient de l'anthropologie, et à côté, donc les écrits qui sont plus proches du carnet des terrains, qui va retranscrire les émotions, les sentiments, les livres pensés et qui prennent tout un autre statut. Et cette division-là, elle me conduit donc à penser à moi. Alors, quel est mon carnet de terrain qui vient retranscrire des émotions et des sentiments, des découvertes que j'aurais pu avoir? Et je me dis, en fait, cet espace à côté de ce que je considère être mon travail est tout à fait ma vie, puisque je fais mon terrain de là où je viens. Donc, je veux faire du terrain dans une ville ou dans un village qui est juste à côté de la maison de quelqu'un de la famille ou des amis. Donc, je veux voir des amis ou de la famille. Et, donc, cette division me mène à réfléchir sur la circulation des savoirs et des connaissances dont je me considère étant une médiatrice de par les travaux que je contribue à produire dans les liens entre les pays du Sud, l'Équateur, et les pays du Nord, la France. Donc, je réalise que je suis allée dans le Nord parce que j'étais motivée par l'idée que dans le Nord, il y a des choses qui se passent. La Révolution française, les droits de l'homme, ce sont des événements qui marquent l'histoire mondiale. Et donc, je vais là où l'histoire se passe, là où les choses ont lieu. Et c'est là où les choses ont lieu qu'il y a aussi des moyens pour qu'il y ait des choses
qui ait lieu. Donc, quand j'étais en master en littérature orale, j'ai organisé un colloque international pour lequel l'IDEA d'ailleurs a financé une partie. Et ces colloques avaient pour intention d'associer à la fois une démarche interdisciplinaire avec une perspective d'interaction entre les arts de la parole et les sciences humaines et sociales. Donc, il y avait des tables rondes avec écrivains, anthropologues, linguistes, autour d'un sujet commun qui permettait l'échange, mais également des musiciens, des narrateurs des traditions orales. Donc, pour moi, la clé de voûte de cet événement était pouvoir faire dialoguer art et sciences humaines et sociales. Et j'avais eu la chance de rencontrer Dolores, qui on voit au milieu dans cette photo. C'est une amie que je rencontrais en France. Elle m'avait parlé de ses parents, me disant que ses parents connaissaient des contes et elle était d'accord avec moi pour les inviter à participer dans cet événement. Alors, les parents de Dolores, c'est des personnes qui viennent donc de la campagne, qui sont monolingues, ne parlent pas espagnol, donc ne parlent que le quichua et n'étaient pas sortis de leur communauté. Donc, je me suis dit, super, ils savent des histoires. Je vais leur proposer donc à Maria Carmen Inga Panama, donc la mère de mon amie, de raconter des contes et à son père de raconter ce qu'il aimerait raconter de sa vie. Et ensuite, j'ai vu avec mon amie Dolores comment on pouvait organiser leur intervention pour qu'il y ait à la fois leur performance et qu'ils soient accompagnés d'un sous-titrage en français. Donc, il fallait savoir à quel moment la personne allait dire quoi. Voilà, ça c'était l'enjeu. L'événement s'était passé, tout le monde avait contribué. Il y a d'ailleurs, ça c'est juste un clin d'œil à la photo qu'une de leurs filles m'avait envoyée pour mettre en scène un des contes. Et dans un des contes, il y a des animaux qui sont attachés. Il y a le personnage principal qui vient détacher les animaux. Et là, on voit que les animaux ont été attachés pour bien montrer comment le personnage principal a pu détacher les animaux dans son passage. Donc, tout le monde avait mis un peu son grain. Et après donc, ces journées scientifiques et culturelles, je parlais avec un prof en lui disant que c'était une belle expérience et que j'avais pu collecter et rencontrer des gens, collecter un matériel très intéressant et j'ai rencontré des gens importantes pour moi. Et il m'a suggéré tout simplement de travailler là-dessus pour mon corpus de mémoire. Et, euh, et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai pu tourner mon regard de là où les choses se passent. L'événement qui avait lieu en France faisait miroir à un autre événement que je n'avais pas vu et qui était mon terrain riche et qui me permet à présent de faire une thèse. Voilà. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Quand on m'a parlé pour la première fois de cette idée, par hasard, je revenais sur mes premières photos à Rio de Janeiro. Donc, mon terrain se passe à Rio de Janeiro, où j'ai vécu pendant presque 5 ans. Et en effet, je me posais pas mal de questions à ma capacité même d'objectivation d'une réalité qui m'avait tellement marquée et qui me marque, d'ailleurs, qui me traverse énormément. Donc, l'objet de mon travail de recherche est en fait la mise en récit médiatique de la vie des jeunes de favela de Rio de Janeiro et les innombrables enjeux qui traversent les dynamiques de visibilité et d'invisibilité de certaines personnes ou de certaines communautés
dans les plus grandes salles de rédaction du Brésil, donc dans la presse généraliste, des grands tirages. Travailler sur la réalité urbaine dans les pages des journaux, en fait, pour moi, c'était un premier effort de délimitation de mon cadre d'analyse. Ce qui se présentait comme une énigme pour moi à la base était les complexes réseaux des significations de l'expérience urbaine dans la ville de Rio de Janeiro, où j'ai vécu pendant près de 5 ans. Alors, le média ne correspond qu'à une branche de ces réseaux, qui finalement est mon objet. Mais ce que je parlerai aujourd'hui ici, c'est plutôt voilà, ces rapports affectifs que j'ai développés avec les terrains et qui me traversent régulièrement dans l'écriture de ma thèse. Dans son travail Imaginários Estranhamentos Urbanos, le chercheur, pardon de ne pas traduire, je ne le saurais pas, le chercheur colombien Armando Silva propose une analyse sur la dématérialisation de la ville. Il comprend par dématérialisation que la ville physique doit partager son territoire spatial avec cette autre ville, intensifiée par les sens et les temps. Les villes imaginaires, comme ils les appellent, peuvent donc être comprises comme un type particulier de patrimoine immatériel qui caractérise et prédéfinit l'usage même de l'autre, la ville physique. Il ne s'agit pas seulement de représentations abstraites. Ces représentations forment une sorte de savoir public à partir duquel nous pouvons déduire des sentiments sociaux comme la peur, l'amour, la colère ou les illusions. Ces villes imaginées se redessinent par rapport aux dimensions transnationales du monde. Et la période pendant laquelle j'ai vécu dans la ville merveilleuse, comme est connu Rio, entre 2014 et 2018, coïncide avec la phase finale de la décennie de l'or de l'Amérique latine. Parmi les innombrables événements internationaux que Rio a accueillis, la campagne drastique du Brésil lors de la Coupe du Monde de 2014 n'était que le prélude de la décadence à laquelle la ville serait confrontée. Surendettement, fuite d'investissement, travaux inachevés, politique de sécurité en déclin, violence politique, pauvreté, intervention militaire. Tous les drames qui semblaient surmonter ou du moins atténués sont revenus peupler ces imaginaires. Alors, les photos que je vais vous montrer sont des enregistrements de ces transformations. Mon effort pour les comprendre et partager les 1000 sens produits par la ville et ses habitants. Il s'agit des sens qui échappent aux journaux, à mes propres recherches. Ce sont des images affectives sur lesquelles je reviens de temps en temps pour me rappeler de comment je suis arrivée ici. Elles me rappellent aussi les limites de ma propre recherche et les risques de me perdre dans les interprétations qui sembleraient étranges à la sociologie. Donc, cette première photo, c'est la première photo que j'ai faite d'une favela à Rio. Alors, il s'agit de la favela de Babylone, qui, un an après, c'était la favela derrière chez moi, parce que j'habitais dans le quartier de l'Aimé, qui est à côté de Copacabana. Donc, elle est déjà flagrante de cette diversité des villes qui habitent, enfin, qui composent la ville de Rio de Janeiro. Donc, là, c'est les toits des maisons construites par ses habitants. La ville régulière, donc la ville formelle, la plage et la nature qui est si présente dans les quotidiens de Rio de Janeiro. J'ai séparé par thématique, donc j'aurai un peu plus de photos, je ne reviendrai pas en détail sur toutes les photos que je vais présenter, parce que sinon ça me prendrait un peu plus de temps. Mais cette première thématique, donc les quotidiens, c'est pour essayer un peu de vous montrer comme dans la même journée, on peut être traversé à Rio par les sentiments le plus diversifiés. La première, c'est une photo que j'ai prise en sortant du travail. Il s'agit d'un enfant qui donnait un bout de... Enfin, il mangeait une glace. Il avait donné ça à ces messieurs qui, en fait, c'était quelqu'un qui ramassait des produits matériels recyclables dans la rue. Bien sûr, ça m'avait énormément touchée. Au milieu, cette vie un peu bohème qui est présente dans la vie de tout le monde qui vit à Rio, n'importe quelle classe sociale d'ailleurs, c'est juste que l'expérience, elle va changer. Et finalement, la violence qui peut nous traverser, la répression de certaines personnes qui
peuvent nous traverser même dans les quartiers les plus chers de la ville. Donc, il s'agit de la station de métro de Ipanema, vraiment à la frontière avec les Blonds, les deux quartiers les plus chers de la ville. Et c'est des gens qui sortaient de la plage, c'était dans la semaine. Et en fait, la sécurité du métro est venue les interpeller puisqu'ils ont commencé à discuter entre eux. Et les plus étonnants, c'est que au moment de l'intervention, même s'ils se disputaient avant, la seule chose qu'ils en disaient à l'autre, c'était calmez-vous, calme-toi, il ne faut pas s'énerver. Parce que l'objectif, c'est de ne pas paraître agressive pour ne pas avoir une répression subie, une répression encore plus forte. Et donc, ces photos n'ont pas été prises au même moment, mais c'est sûr que tous ces sentiments peuvent nous traverser dans une journée quotidienne euh, quelconque à Rio. C'est aussi une période, alors, comme je vous ai dit, de transformations, mais je vois quand même comme les déclins d'une période d'optimisme qui avait marqué le pays et particulièrement la ville de Rio, qui avait été choisie pour être un peu la vitrine de cette période d'or du Brésil. Ce sont des manifestations qui ont eu lieu après 2013, donc qui étaient peut-être moins denses, mais encore très animées. Il y a un peu partout dans la ville. La première photo, c'est une photo devant la cathédrale de Candelaria. C'est un lieu mythique parce qu'en face, il y a eu des manifestations importantes à l'époque de la dictature militaire, parce que c'était aussi la scène d'un massacre d'adolescents aux années 90 commis par la police. Et c'est un endroit de rassemblement pendant les carnavals, c'est un endroit de rassemblement pour les manifestations. La deuxième, alors, cette idée en mouvement, c'est parce que je sortais justement de la région zone sud, classe moyenne aisée, où j'habitais, vers la banlieue. C'était lié à mon travail, la région métropolitaine, qui n'était pas mon travail de recherche encore. Et sur les murs, on peut lire ni élection, ni intervention militaire, la révolution maintenant. Et ça, c'était vraiment une zone déjà très éloignée de cette région qui, normalement, on associe à la région la plus politisée de la ville. Ici, c'est quelques jours avant. Ici, j'avais déjà commencé à faire ma thèse, mais du coup, là, c'est vraiment déconnecté de mon sujet. Mais ça me lie à la ville et à mon expérience sur ces terrains, sur cette réalité. C'est la dernière manifestation avant les élections de 2018. Donc, quand Bolsonaro a été élu, c'était une manifestation fortement motivée par les femmes. Donc, un autre point alors des transformations de la ville, outre tous ces mouvements et toutes ces revendications que j'essaie de comprendre d'ailleurs, parce que j'ai encore du mal à comprendre, aussi les transformations de l'espace urbain en soi. Donc, qui d'ailleurs, je devrais parcourir énormément la ville et cela m'a permis justement de visualiser un peu de ces passages temporels qu'Anne a un peu mentionné, qui n'était pas forcément qui n'est pas d'ailleurs forcément ma recherche. Donc, la première photo, c'est une photo du centre-ville, enfin, de l'ancien port, de la région de l'ancien port. Et c'est vraiment là où devraient passer les tramways construits d'ailleurs par une entreprise française, Alstom. Et ces travaux, ils n'ont pas été finalisés avant les Jeux Olympiques, c'était l'objectif. Ensuite, moi, j'apprécie énormément parce que cette idée des travailleurs qui étaient un peu partout dans la ville, elle se mélange avec cette structure qui c'est la structure de la FIFA Fan Zone qui a été pendant la Coupe du Monde montée vraiment à côté des chez moi. Donc, c'était une grande structure au plein milieu de la plage. Et finalement, les travaux dans les favelas, j'ai essayé de prendre pas les photos de la destruction parce que ces travaux, il y a des nombreux travaux de recherche d'ailleurs là-dessus qui parlent de la destruction associée à cet espace favelisé, enfin. Et là, je vais plutôt montrer la construction. Donc, ça peut paraître banal, mais c'est la reconstitution du sol qui normalement n'est pas si bien fait
Donc, cela facilite la circulation. Les habitants parlent de la facilité de nettoyer leur maison parce qu'il y a la urbanisation de cet espace. Et finalement, par rapport à la transformation de la ville, ça, c'est une photo du port. Donc, c'est la zone portuaire qui a été complètement transformée en zone touristique. Bon, en tout cas, c'était ça l'objectif. Et j'ai choisi cette photo en particulier parce que le monsieur, ça, c'est un registre, en fait, de la première sélection de réfugiés pendant les Jeux Olympiques. Donc, c'était à Rio en 2016. Et ce jeune homme, le deuxième, c'est quelqu'un qui il a eu sa demande d'asile rédigée par moi-même, parce que je travaillais avec les demandeurs d'asile à Rio, c'est un Congolais. Et j'ai eu aussi un épisode où il lui a failli me jeter une chaise dessus. Donc, c'était curieux pour moi de les voir, en fait, de voir son visage dans la ville, comme une partie des monuments qui ont été érigés pour les Jeux Olympiques. Et celle-ci, j'apprécie énormément aussi parce qu'encore une fois, on revient sur ces passages du temps. Donc, il s'agit d'un square, un tout petit square qui fonctionnait comme une occupation. Et ces enfants qui sont sur la photo là, ils m'ont vu devant à regarder, ils m'ont proposé de visiter parce qu'en fait, c'était eux qui vivaient dedans. Et aujourd'hui, c'est là, c'est un hôtel, c'est transformé en hôtel 5 étoiles dirigé par les groupes Accor. Euh, Finalement, cette ville en transformation, elle a expérimenté aussi beaucoup de violences. Et celle-ci, c'est sûrement celle qui a provoqué les deuils les plus profonds en termes de communauté pour la ville en soi, pour toute la population. Il s'agit de la conseillère municipale Marielle Franco, qui j'ai la première photo, c'est la première fois que je l'ai rencontrée. Donc, à l'occasion, elle a parlé d'ailleurs de son travail de recherche qu'elle m'a envoyé par mail, justement parce que je cherchais mon objet de thèse. Et la deuxième photo, c'est la dernière. Et du coup, finalement, je l'ai croisée assez régulièrement parce qu'une fois élue, son lieu de travail était à côté du mien. Donc, je peux la voir quelques fois et voilà. Et donc, la deuxième photo, c'est la dernière fois que je l'ai vue. C'était un événement qui n'avait rien à voir avec la ville en soi, mais c'était plutôt sur l'innovation. Et elle parlait d'innovation sociale. Et finalement, c'était un événement d'hommage après justement son assassinat. Donc finalement, malgré toutes ces difficultés, il y a quelque chose qui est un peu atemporel à Rio. Donc c'est sa beauté et son affectivité. Enfin, voilà. J'ai choisi ces photos spécifiquement parce que cette beauté passe en effet par la nature. Il passe ces corps qui traversent cette nature, donc les jeunes, mon objet de thèse, et qui par hasard, j'ai découvert qu'ils sont très présents sur mes photos. Et finalement, les derniers moments, et qui est toujours très présent, et pas juste pour une festivité vide, mais parce que c'est l'espace de socialisation et d'organisation et de création des liens très forts, c'est la fête. Donc, que j'ai pu voir au hasard des fois dans la rue, comme les passages, enfin ça c'était un entraînement pour les carnavals d'un groupe qui s'appelle Orchestre Voador. Et l'autre, donc c'est une vidéo, je pense que ça va marcher. C'était une expérience grâce à un ami français d'ailleurs, un athlète paralympique qui était venu au Brésil en 2016 et qui s'est tombé amoureux. Il est revenu l'année d'après pour les carnavals et qui jouait pour les grandes écoles de samba à Salgueiro. Et il m'a proposé d'aller sur le Morro. Et donc, je vais finaliser alors ma présentation par cette vidéo parce que je pense qu'elle montre un peu cet entrecroisement des ressentis, des sentiments et des contradictions d'une ville à la fois chaotique, mais qui s'organise de façon très précise pour les carnavals. Il n'y a pas le son, mais... Voilà. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à Marion. Je peux décaler un peu ça.
à Marion, Mathilde et Juliette pour l'organisation de cette exposition et à Anne et Barbara de m'avoir gentiment invité, enfin proposé de participer à cet atelier. Donc j'ai intitulé cette intervention La recherche se fait-elle malgré nous? Parce que je me suis demandé, donc en lisant, enfin en discutant avec Anne et en lisant le programme, je me suis demandé en somme si nous étions pardon, toujours des chercheurs et des chercheuses sans même le vouloir. Et en réfléchissant aux différentes façons dont j'avais pu appréhender l'espace des États-Unis pendant le temps où j'y habitais, je me suis dit, est-ce que j'ai toujours envisagé l'espace comme un terrain à déchiffrer, un terrain à connaître, ou est-ce que j'ai eu l'occasion d'avoir un rapport un peu premier à l'espace et à l'environnement? En somme, est-ce que le fait d'être chercheur, c'est la question que je me suis posée également, est-ce que le fait d'être chercheur, jeune chercheur, nous empêche d'être surpris par ce qu'on voit? Donc, est-ce qu'on choisit, c'est des questions préliminaires en fait que je me suis posées, est-ce qu'on choisit un imaginaire ou est-ce qu'on ne se contente pas finalement de revéhiculer des opinions et des images qui ne sont pas forcément les nôtres et qui ont déjà été formulées avant? Donc la gageure, en fait, ici, ça a été un peu enfin, je me suis dit, en discutant avec Anne, ça a été de ne pas forcément sur-intellectualiser cette présentation-là, mais en même temps, de ne pas non plus verser dans trop de lieux communs, de telle sorte, enfin, ce qui rendrait la chose un peu inhospitalière, en fait, pour vous. Donc, j'espère que ça va donner lieu ça vous inviter à une forme de réflexion, en tout cas. Donc, comme l'invite le programme comme invite à le faire le programme de l'exposition, cette présentation est une forme d'introspection, en fait, à travers un corpus qui n'est ni plus ni moins que mon Instagram. Et donc, ce serait une sorte de petit parcours photographique de photos prises entre 2016 et 2020. Pourquoi Instagram? Justement parce que c'est le cliché un peu dans tous les sens du terme, mais c'est la manifestation picturale, photographique, tronquée par excellence. Donc en fait, j'ai trouvé ça extrêmement révélateur d'un rapport au terrain de recherche. Je reviendrai à cette image tout à l'heure, plus tard. Donc, première vague, alors oui, c'est un peu malheureux comme titre, ça rappelle un peu le Covid, mais je vous jure que ça n'a rien à voir avec, avec le Covid. Il y a trois vagues, en fait. D'abord Washington, puis New York, puis Philadelphie. Ça ne veut pas forcément dire que j'étais là tout le temps. Les photos que je vais vous prendre, elles ne sont pas forcément à Washington, New York et Philadelphie, mais en tout cas, c'est des temps. C'est à la fois spatio-temporel, en fait, si vous voulez. Donc à Washington, d'abord, c'était donc les premières découvertes, c'était la première fois que j'allais aux États-Unis, c'était en mars-avril 2016. Et ce qui m'a frappé, c'est l'immensité, à la fois l'immensité du territoire et en même temps l'extrême dilution et dispersion des villes, en tout cas là où j'étais. Et ces impressions alors vous posez la question de pourquoi le Old Bay, là, mais j'y viens dans 2 secondes. Ces impressions, donc même si elles correspondent finalement à mon premier séjour aux États-Unis, véhiculent quand même en fait certains clichés. En gros, les États-Unis, c'est immense. Donc certains clichés qui vont donc du particularisme culinaire, la petite boîte de Old Bay, en fait, c'est une sorte d'aliment, enfin de mélange d'épices de base dans la soul food du sud des États-Unis. Donc qui vont de ces particularismes culinaires aux institutions. Vous voyez le Washington Monument en haut et la Library of Congress juste en dessous. Et donc à ça, ce qui est resté, en tout cas ce que j'ai jugé bon de garder dans mon Instagram, c'est l'immensité du territoire. Là, c'est le fleuve Anacostia. Il y a 2 fleuves qui entourent en quelque sorte Washington, c'est le Potomac et Anacostia. Et ça, c'est une vue du pont John Philip Sousa. Donc en fait, ces questions-là, en les reparcourant, m'ont fait poser la question de comment on habite véritablement son terrain de recherche, parce que je me suis trouvé face au paradoxe suivant.
même si c'était la première fois que je mettais les pieds aux États-Unis, ce n'était pas la première fois finalement que j'y vivais. C'est-à-dire qu'il y avait d'abord une vie imaginaire qui s'était développée avant d'habiter physiquement, concrètement, ce terrain de recherche-là. Ça, c'est la première vague de réflexion, si vous voulez, qui est née. Ensuite, New York. Les photos que je vous montre là sont les... Alors, toutes les photos ont été prises à New York, sauf la vidéo qui a été prise à Washington, parce que je suis retourné après, je vais vous dire pourquoi. Donc, les photos que je vous montre sont le reflet d'une sorte de changement de mon positionnement, où j'ai le sentiment d'avoir habité mon terrain de recherche de façon beaucoup plus politique cette fois-ci. Notamment parce que le dénominateur commun à toutes ces photos, c'est la révolte. Et c'est là, pour reprendre un terme qui apparaît dans le programme hors cadre, que la thèse a inconsciemment fait immixtion, c'est-à-dire qu'elle a fait irruption, parce que la notion de dissension est centrale à ma thèse. Et ce qui m'a intéressé à New York, c'est le rapport en fait que j'ai eu à cette ville. euh, C'était un rapport beaucoup plus radicalement politique. Donc la statue rend hommage aux émeutes de Stonewall, donc au sud de Manhattan. Vous voyez donc la vidéo, je ne sais pas si je peux la repasser, enfin, ça n'a pas grand intérêt que je la repasse, mais c'est une vidéo qui a eu lieu, c'était la March for Our Lives après la fusillade au lycée de Parkland. Et c'était un rassemblement absolument immense le long de Constitution Avenue. C'était vraiment très impressionnant. Et ça correspondait au moment où j'étais à New York. Ce qui veut dire en fait que quand j'étais à Washington, même 2 ans avant, et si jamais cette fusillade avait eu à ce moment-là, je ne sais pas si j'y serais allé pour le coup. Donc c'est pour ça que j'ai inclus ça dans la catégorie de New York. Et il y a 3 livres. Alors celui, donc il y a We Should All Be Feminists de Chimamanda Ngozi Adichie, et juste en dessous, vous voyez The Fire Next Time de Baldwin, et juste à côté, c'est Justin Torres, We the Animals, qui sont en fait 3 livres, et j'en suis rendu compte en préparant en fait cette présentation, que ces 3 livres qui articulent la notion de révolte également. Euh, donc, toutes ces photos en fait entrent en résonance. Donc là, en fait, elles montrent que je ne les ai pas prises. J'ai pas pris ces photos en fait en me disant oui, ça me servira pour ma thèse ou quoi que ce soit, mais il n'empêche que c'est un reflet indirect de mes travaux de recherche. Et enfin, la troisième vague à Philadelphie, je me suis rendu compte que ça correspondait à une plus grande systématisation en fait de mon environnement au fur et à mesure que mon sujet de thèse se précisait et que j'en avais une plus grande maîtrise. D'où la photo initiale, je ne sais pas si vous vous rappelez, I Love Sabotage, justement, qui est que je trouve extrêmement drôle de prendre en photo, justement, parce qu'elle est dans le quartier de Regent House Square à Philadelphie, qui est un quartier en fait assez riche. Et j'ai trouvé ça assez cheeky. Donc là, les photos que je vous montre ne se passent pas à Philadelphie, mais elles se passent au moment où j'étais à Philadelphie, elles se passent n'importe quoi, c'est pas ça qu'on dit, elles ont été prises, pardon, à Atlantic City, dans New Jersey. Je ne sais pas si vous savez, enfin, connaissez Atlantic City, c'est une ville de casino, en fait, et qui est assez connue justement parce que Trump a essayé de construire un casino qui a fait faillite, en fait, qui s'est effondré. Et quand on y va, c'est une ville extrêmement étrange et en fait complètement angoissante, oui. Donc de gauche à droite. Euh, Avant de venir à ça, donc ce que j'observe, c'est que j'ai donc immédiatement euh, articulé mon expérience d'Atlantic City en 3 temps. Enfin, j'ai sous-titulé, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, ces photos threefold, en fait, un peu de façon un peu moutonnière, comme les 3 temps, dissertatif, analytique, etc. Donc la première, c'est en gros, je l'ai surtout prise pour la moquette en fait du casino, sur laquelle comment dire, qui m'a un peu hypnotisé pendant un bon quart d'heure. C'est pas le casino de Trump, mais c'est un autre casino où il y avait énormément de gens qui, comme moi, étaient hypnotisés, mais pas par la moquette, mais par les jeux. Plutôt, juste à côté de ce casino, il y avait donc cet immeuble-là dont je ne sais même pas en fait maintenant je ne sais toujours pas en fait s'il était vraiment habité, mais c'est vraiment
un vestige de ce que pouvait être, je pense, Atlantic City avant l'arrivée complètement impérialiste en fait, du divertissement que représente le casino. Et elle était vraiment, ce bâtiment-là et celui du milieu est complètement isolé du reste, de par sa taille, son esthétique, qui tranche complètement avec l'immensité extrêmement euh, flambant neuve en fait, d'énormément de casinos à Atlantic City. Et la troisième, c'est simplement en fait la plage avec mon ami doctorant Simon qui était là au bout parce que c'est pas non plus complètement cohérent, ça reste mon Instagram quand même. Alors, mais n'empêche que ça faisait partie justement de mon expérience d'Atlantic City. Donc, ce que j'en ai conclu un peu schématiquement, c'est que c'était une sorte de début de discours cohérent sur mon terrain de recherche, et ce, plus ou moins en toutes circonstances. Euh, En tout cas, c'est ce que j'ai peut-être inconsciemment formulé à ce moment-là, après la politisation de l'espace et après la découverte. Donc, en guise de conclusion, la question qui se dégageait en fait pour moi dans cette courte intervention, c'était peut-on habiter quand on est chercheur? Est-ce qu'on peut habiter en fait notre terrain autrement qu'en chercheur? Quand on investit finalement symboliquement, parce que c'est quand même un peu toujours ça, et vos interventions avant ont beaucoup manifesté ça, je trouve. Quand on investit symboliquement les différents éléments que l'on juge dignes d'être photographiés et donc mémorialisés, en quelque sorte, est-ce qu'on le fait systématiquement dans la perspective d'ajouter indirectement à la connaissance de notre terrain de recherche? Et ce que j'ai trouvé intéressant justement dans cette introspection, c'était qu'on hésitait systématiquement entre ce qui relevait du symptomatique. En gros, je prends cette photo-là parce que justement, elle dit quelque chose des symptômes de mon terrain de recherche. Donc, entre le symptomatique et l'anecdotique. C'est-à-dire que je prends cette photo juste comme ça, par principe, parce qu'elle me plaît. Et vraiment, je vous remercie de nous avoir donné l'occasion de réfléchir à ces questions-là parce que c'est extrêmement intéressant et ça permet également de rappeler que l'anecdotique, donc c'est-à-dire cette non-quête de connaissances permanentes, peut être finalement assez reposante. Merci beaucoup. Comme je pense que nous avons tous déclaré, c'était une expérience assez intéressante du fait que ça nous permet d'avoir justement poser des questions par rapport à notre lien personnel au terrain et les limites, voilà, à établir dans nos recherches, ou au contraire, justement, comment nos recherches peuvent changer notre rapport à notre terrain. Donc, Anne, avec cette belle réflexion sur la compréhension du temps et les transformations du temps au Mexique, en Espagne et signification des expériences. Véronique, la réflexion sur les rôles que les chercheurs il peut avoir justement dans cette intermédiation du monde académique, de la recherche et l'espace personnel de nos expériences. Voilà. Je pense que le lien affectif, il traverse parce que c'est que Julien appelle par politisation de l'expérience. Je pense qu'Imagine passe aussi justement par ces rapports de compréhension de cette affectivité et comment cela va être rationalisé dans notre compréhension de notre objet. Et finalement, Ariane, qui a élargi de façon assez intéressante avec ces rapports personnels qu'elle a eu avec son terrain et surtout les changements voilà, des rapports à ces personnes à partir de cette expérience. Donc, c'était une réflexion, je trouve, pour nous tous, on n'avait pas l'objectif d'être très scientifique, mais c'est sûr que ça, en tout cas pour nous, j'espère que ça vous a apporté aussi une meilleure compréhension des difficultés et du plaisir même aussi de faire la recherche. Voilà. Déjà, je pense que le Covid, en plus, ça a été vraiment quelque chose en termes de recherche scientifique, ça a tout chamboulé. Et moi, j'ai eu de la chance d'être partie en archives avant, c'est-à-dire
quand le Covid est arrivé, j'avais déjà commencé à envisager la rédaction. Et donc, j'avais plus spécialement besoin de partir en archives. Et je dois avouer aussi que pour moi, les archives, c'était quelque chose, c'était une sorte de plaisir un peu personnel, mais il y a beaucoup d'archives qui sont numérisées, justement. Et donc, du coup, l'argument tient de moins en moins de il faut absolument que j'aille là-bas pour consulter ces archives spécifiques, euh, surtout pour les archives espagnoles. Et donc, en fait, c'est quelque chose. Enfin, le Covid m'a touchée sur mon travail de recherche pour d'autres raisons parce que enfin, cet enfermement m'a causé un très très gros blocage au niveau de la rédaction, etc. Mais pour le coup, au niveau du terrain, ça m'a pas du tout impacté puisque finalement j'avais tout mon matériel déjà euh, et, euh, et ça n'a pas eu ça n'a pas été un trop gros contretemps finalement. Mais c'est vrai que commencer la recherche en temps de Covid, c'est courageux. Moi, j'ai dû en fait annuler des entretiens et des visites au terrain. Et finalement, le numérique a été très utile parce que je fais mes entretiens. Comme j'avais déjà établi des contacts avec les journalistes, comme je dis, je travaille surtout sur la presse. Après, la question de ne pas pouvoir y retourner m'a aussi beaucoup angoissée par rapport à ces liens affectifs que clairement j'ai avec mon objet. Et donc, ces retours à la fois. J'ai passé à regarder beaucoup plus souvent les images, tous du coup dans mon Instagram, etc. Dans le cas de figure que j'ai rien à dire. Juste, je suis dans le même cas de figure que Anne. En fait, moi, les portes des archives se sont refermées pile au moment, vraiment la seconde où j'avais terminé. En fait, j'avais terminé d'aller au fond d'archives du Kislak Center à l'Université de Pennsylvanie. Et ensuite, dans la foulée, tout a été fermé. Donc, c'était juste encore. Donc, voilà.